La femme qui murmure à l'oreille des grands chefs, c'est elle. Clarisse Ferrer-Fréchon, fondatrice de l'agence de communication Melchior, accompagne chefs et entrepreneurs de la gastronomie dans tous les moments clés de leur vie. Témoin privilégié des temps forts, comme le lancement d'un restaurant, Clarisse est aussi à leur côté dans les coups durs, comme cette crise sanitaire qui l'a beaucoup occupée. Le talent de Clarisse, c'est justement d'agir comme un révélateur de talent. Celui des chefs, des restaurateurs, des hôteliers qui lui ont confié leur image, mais aussi les talents dont elle a su s'entourer dans son entreprise, avec un esprit de clan qui transparaît dans l'image de l'agence, ou devrais-je dire, de la bande. Dans un secteur où la communication et l'image sont de plus en plus importantes, Clarisse nous parle de sa manière d'aborder ces enjeux avec ses clients, qui ne sont pas, eux, des professionnels de la communication. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota, et voici le portrait de Clarisse Ferrer-Fréchon dans Girls in Food. Bonjour Clarisse Ferrer-Fréchon. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je suis Clarisse Ferrer-Fréchon, j'ai 34 ans, je dirige l'agence Melchior que j'ai fondée il y a 11 ans, une agence de communication spécialisée dans l'art de vivre. Petit retour en arrière, quelle était la place de la cuisine dans votre famille quand vous étiez enfant ? Très importante puisque mon papa était cuisinier. Ah, ça explique sûrement bien des choses. Tout à fait. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche particulier dans votre famille ? Non, pas du tout. Beaucoup de découvertes, une cuisine plutôt saine, plutôt très riche, très variée, avec beaucoup de jolies découvertes, mais pas forcément de grands classiques qui reviennent, qui m'ont marqué. Plutôt peut-être la tarte aux pommes de ma grand-mère. Voilà. Et est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver quand vous étiez petite ? Alors pas un métier forcément, mais par contre j'ai toujours été fascinée dès mon plus jeune âge par les métiers de l'hospitalité, donc ceux de la gastronomie et de l'hôtellerie, qui sont toujours des métiers qui m'ont passionnée depuis ma plus tendre enfance. D'accord. Et quel a été votre tout premier job ? L'agence Melchior. Puisque j'ai simplement fait un stage de 12 mois à l'hôtel Bristol et qu'ensuite j'ai créé l'agence. Donc D'accord. Je n'ai jamais été salariée quelque part. Ça, c'est peu commun. Oui, tout à fait. Et avant ça, en fait, comment vous vous êtes orientée vers justement un stage au sein d'un hôtel, d'un palace ? En fait, comme je vous le disais, de par ma passion pour la gastronomie et l'hôtellerie, quand j'étais en année de césure à Sciences Po, en 3e année, j'avais la possibilité soit de partir une année en Erasmus dans une université dans le monde, ou alors d'effectuer un stage professionnalisant, et j'ai choisi de faire un stage et de postuler dans plusieurs hôtels parisiens au service communication. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer le Bristol pour un super stage. Et est-ce que vous aviez déjà cette mentalité d'entrepreneur ? Est-ce que vous saviez qu'à un moment, voilà, le fait de créer votre boîte, c'était quelque chose qui vous parlait ? Ou alors c'était vraiment, vous avez commencé dans la vie active par ce stage en sachant pas encore exactement ce que ça allait... Alors j'avais aucune vision de l'entrepreneuriat. Dans ma famille, personne n'est entrepreneur. Il ne l'a jamais été, donc j'avais pas du tout cette fibre entrepreneuriale que j'ai vraiment appris au contact de mon mari quand je l'ai rencontré. D'accord, ok. Et je me projetais pas du tout dans une position ou une vision d'entrepreneur. Déjà, j'avais aucun plan de carrière, je n'en ai jamais eu. Et en plus de ça, je m'étais pas dit que... quand je me projetais dans ce que j'avais envie de faire plus tard, à la sortie de mes études, je me projetais... plus parfois dans une grande boîte ou dans une structure plutôt que dans ma propre boîte que j'allais créer. Ah bah c'est intéressant justement alors de savoir comment s'est passée la bascule entre le Bristol, vous finissez votre stage de 12 mois et Melchior. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça... En fait, j'ai fini mon stage au Bristol. J'ai repris, il me restait 2 années d'études. Donc, je suis revenue sur les bancs de l'école. C'était très difficile d'apprendre, d'étudier à nouveau quand on a été dans la vie active. C'était assez douloureux pour moi, ce choc, ce retour en arrière. Et de fait, j'étais pas très épanouie et j'ai quelqu'un que je connaissais qui m'a dit « Écoute, je vais lancer un restaurant, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à le lancer ?» Et je lui ai dit « Moi, je peux te filer un coup de main, je m'embête un peu, j'ai fini mes études, mais j'ai besoin d'argent de poche, donc pourquoi pas, allons-y. » Et aujourd'hui, donc Melchior est une
une des principales agences de communication dans le secteur de l'art de vivre et de la gastronomie en France, et même à l'international d'ailleurs. Je sais que vous commencez à avoir des projets comme ça à l'étranger. Est-ce que, donc, quand vous avez lancé quelque part votre activité plus par une question d'opportunité, de ce que j'en comprends, ensuite, qu'est-ce que vous vous êtes dit en termes de next step Alors, l'agence a 11 ans, et sur les 5 premières années de l'agence, je n'avais aucun plan de carrière, aucune vision stratégique. Okay. Je fonctionnais day to day. J'ai commencé à faire les RP d'un restaurant, 2, 3, 4. J'ai eu de plus en plus d'argent de poche jusqu'à ce que je sois diplômée. Quand j'ai été diplômée, après j'ai continué en me disant que j'allais continuer jusqu'à ce que je trouve un vrai travail, parce que pour moi c'était très bizarre. D'accord, vous étiez toujours dans une optique de c'est provisoire. Exactement, j'ai toujours pensé que c'était provisoire. Finalement, 11 ans après, ça l'est toujours. Mais en tout cas, j'ai toujours eu à l'esprit de faire autre chose. D'accord. Jusqu'à ce que, on va dire que c'était plutôt en 2015, quand on a ouvert la Maison Plisson, qui a été peut-être le lancement sur lequel je me suis le plus éclatée. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'étais tellement fière d'accompagner ce projet, d'accompagner Delphine Plisson dans ce qu'elle a fait, que je me suis dit, ok, bon, maintenant il est peut-être temps de réfléchir à la suite. Ouais. Voilà. Et est-ce que le fait que vous ayez intégré des associés, ça correspond justement à cette optique de organisation de l'agence, de structuration? Alors, au début, il faut savoir que quand j'ai créé l'agence, vu que j'avais aucune ambition de la garder, j'avais simplement créé l'agence qui portait mon nom. Elle s'appelait Clarisse Ferrer Communication. Il s'avère qu'avec le temps et la vie faisant, je me suis mariée et en plus de ça, l'agence... avant j'étais toute seule et maintenant on est 25 et je trouve qu'en fait aujourd'hui je ne concevais plus du tout déjà que la boîte porte mon nom parce que la réussite est collective et elle ne repose plus du tout que sur moi et en plus de ça à un moment donné il faut être conscient de ses limites et c'est compliqué de gérer une agence comme ça quand on a envie de réussir dans tout ce qu'on fait, d'être à 400%. J'ai eu la chance d'avoir 2 belles rencontres dans ma vie professionnelle, Valérie Milgen et Valentine Dubois, qui sont vraiment mes âmes sœurs de boulot. Et ça s'est fait de manière très très naturelle. Voilà. À un moment donné, je me suis même pas posé la question, et il était évident que si je continuais l'aventure, je la continuerais avec elle. Ok. Et aujourd'hui, si vous deviez trouver un point commun entre vos différents clients, qu'est-ce qui fait que le bon profil pour un client Melchior en quelque sorte? Des valeurs, vraiment. Je suis très très attachée aux valeurs de mes clients. Le sentiment que ces personnes qui viennent nous voir ont le bon projet au bon moment. Oui, voilà. Ça c'est important. Voilà. Et qui partagent les valeurs qu'on a envie de défendre. Des valeurs de sincérité, d'authenticité, des valeurs de respect, respect des autres, de l'environnement, des valeurs aussi d'ambition, de rayonnement, de rupture, parce que moi j'aime beaucoup les gens qui sont en rupture aussi. Voilà, je trouve que il n'y a pas de profil de client Melchior. En tout cas, ce qui est très important pour nous, c'est que quand on accompagne quelqu'un, c'est quelqu'un en qui on croit à 400% et qu'on a envie de défendre. Ouais, je comprends. Et comment s'est fait la transition entre l'accompagnement de restaurants et ensuite, maintenant, vous êtes, vous avez un panel d'activités plus large, avec notamment l'hôtellerie et des projets un peu lifestyle. Comment ça s'est fait, cette évolution? Est-ce que ça correspond à une évolution de vos goûts, à de nouvelles compétences qui sont arrivées à l'agence? Enfin, comment ça s'est fait? Je pense que ça s'est fait de manière très naturelle et ça a été corrélé à l'évolution de la société. Quand j'ai commencé il y a 11 ans, on était encore dans un univers où tous les univers étaient très sectorisés. Oui. Voilà. Il y avait la gastronomie, il y avait l'hôtellerie, il y avait la mode, il y avait le design, il y avait la parfumerie, la joaillerie, la beauté, etc. Et en fait, petit à petit, on a constaté une porosité extrême entre tous ces univers. Ouais, la segmentation s'est un peu effacée, quoi. Exactement. Et cette segmentation s'effaçant, les univers se répondent de plus en plus entre eux, surtout s'inspirent de plus en plus entre eux. Et de fait, je trouvais très intéressant de corréler tout ça. Et finalement, quand on communique sur un restaurant,
ou sur un chef. Parfois, il est dans un hôtel. Donc, on nous demande aussi de communiquer sur l'hôtel. Et parfois, on nous demande de communiquer sur l'hôtel, mais il y a forcément un chef et un restaurant. Ouais. Et, by the way, il y a un spa, donc du bien-être. Et voilà, et tout ça est corrélé, en fait, et c'est très naturel. Par contre, je n'irai jamais sur un territoire que je ne trouve pas naturel. Vous avez un exemple Par exemple, je trouve que je suis pas... typiquement, la joaillerie n'a rien à voir avec mon univers. Et je trouve que je ne suis pas forcément pertinente pour le faire. Donc, c'est pas un univers sur lequel j'irai. Pour le coup, on se développe sur une partie art de vivre, en ayant des créateurs. On a une marque de mode, Bali Baris, que j'aime beaucoup. Mais justement, ce sont des marques ou des créateurs qui ont intégré dès le départ dans leur ADN de structure de boîte directement cette dimension art de vivre. D'accord, qui est très importante chez Melchior. Et sur la partie un peu plus internationale, alors même si maintenant tout est plus compliqué parce qu'on peut plus se déplacer comme on veut, enfin voilà. Donc je suppose que ça change la donne, y compris de ce point de vue-là. Mais j'avais lu que vous étiez un peu organisé en réseau avec des agences pour pouvoir travailler justement sur différents marchés, différents pays. Oui, tout à fait. On est membre d'un réseau qui s'appelle le PR World Network. C'est un réseau mondial d'agences où en fait il y a une agence référente par pays. Et nous sommes l'agence de référence en France. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des agences plus dans l'art de vivre. Et si demain, un client me demande de faire une campagne ou qu'il a envie d'être représenté par une agence sur n'importe quel marché, aujourd'hui, je peux arriver à trouver un correspondant via ce réseau en qui j'ai confiance et avec qui on partage les mêmes valeurs et la même façon de travailler. D'accord. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'on arrive à toucher tous les marchés et à répondre sur une approche à la fois extrêmement précise et à la fois extrêmement globale. Oui, tout en restant expert sur un marché que vous maîtrisez, mais et en pouvant vous appuyer sur d'autres compétences ailleurs. Okay. Absolument. J'aimerais bien parler aussi d'une activité qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est votre activité de restauratrice, puisque vous êtes associée au sein du restaurant Lazare. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire comment est né ce projet? Alors je me doute que c'est en lien bien sûr avec votre mari, mais qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de sauter le pas et de passer quelque part de l'autre côté du miroir? En fait, moi je trouve que c'est très intéressant quand on accompagne des projets, notamment de restaurants ou quand on accompagne des chefs. C'est très bien de comprendre de manière concrète quelles sont leurs problématiques et quelles sont au jour le jour la gestion d'une boîte et la gestion d'un restaurant. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai été très très heureuse de faire ce projet avec mon mari et pour vraiment passer d'un côté opérationnel et de voir comment on gérait un restaurant et quelles répercussions ça pouvait avoir d'un point de vue communication et comment on arrivait à imbriquer les deux. Voilà. Et pour moi, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, quand je parle avec un chef, avec un restaurateur, quand il me parle de ses problèmes opérationnels, de ses contraintes, de ses coûts, de ce qu'il rencontre, etc., mais en fait, je le vis comme lui et je sais exactement. Vous avez les mêmes. On partage et j'ai une bonne vision des choses et je suis capable de pouvoir lui proposer des solutions concrètes et de corréler tout ça à la communication qu'on lui apporte. Et cette expertise terrain, elle est fondamentale, je trouve, vraiment. Moi, je trouve que une bonne agence, c'est une agence qui est pas hors sol. Ce côté hors sol, pour moi, c'est le monde d'avant. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des partenaires, pas seulement en tant que communication, mais on a besoin d'avoir des partenaires quand on est une entreprise qui partagent, qui comprennent l'univers, l'écosystème dans lequel on est. Voilà, et qui peuvent évoluer de manière très claire et très transparente. Et je trouve que une agence ne doit pas être hors sol. On doit comprendre le langage de nos clients, on doit partager ce qu'ils nous disent, et surtout, on doit être capable de leur proposer des solutions concrètes. Alors là, je pense qu'il y a un lien clairement avec aussi la crise qu'on vient de vivre, où vous-même en tant que du coup restauratrice, vous avez vécu cette période qui est toujours en cours d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez accompagné vos clients pour leur permettre de se réinventer, parce que ça a été aussi ça. Alors bien sûr les restaurants, on pense au click and collect, enfin voilà, mais ça s'est pas fait tout de suite dans la plupart des établissements. Comment vous avez accompagné justement cette transition? Je pense notamment à un de vos clients qui est les Vergers Saint-Eustache, enfin les paniers mixtes, dont j'ai interviewé Alexia chez Charrer,
qui était justement à cette période charnière où elle lançait quelque part une nouvelle activité, qu'elle avait en tête un petit peu, mais vraiment ça a été le grand bain, il faut se lancer. Vous, comment vous avez vécu cette période du côté des agences, du côté de l'agence, du côté comment vous avez accompagné vos clients dans cette nouvelle étape de leur vie? En fait, déjà, je trouve que le mot se réinventer dans la période qu'on vit est un mot qui est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une logique de terrain, très terre à terre, que déjà, il est compliqué de se projeter. Ouais. Il est compliqué d'inventer, je trouve, et du coup, de se réinventer. Moi, j'ai beaucoup entendu autour de moi les gens qui sont des créatifs, que pendant cette période, il était très compliqué de créer. Donc, plutôt que de se réinventer, je dirais que les gens qu'on a accompagnés et ce qu'on a vu autour de nous, ils se sont tout simplement adaptés pour survivre et pour être agiles. Voilà. Après, une fois qu'on se dit, ok, là, devant nous, on a un mur qui s'appelle une énorme crise qu'on n'a jamais connue. Soit on arrête tout, on dépose, on attend que ça passe, on fait dos rond, ou alors on se bat, on avance, on est agile et on voit comment on rebondit. Moi, je trouve que tous nos clients ont été très agiles. Alors, on a beaucoup parlé de mots qui sont aujourd'hui totalement galvaudés, la résilience, l'agilité, etc., etc. Mais le fait est, de manière très concrète, que moi, j'ai vu autour de nous que les gens qui s'en sortent sont des gens qui ont su rebondir rapidement et qui ont su être agiles. Et après, nous, on les a accompagnés en évaluant la manière dont ils pouvaient rebondir à court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Parce que on sait très bien qu'il y a des projets qu'ils ont mis sur pied juste le temps pour arriver à être agile, à s'adapter. Donc c'est très court-termiste. Et à survivre parfois. Voilà. Mais après, nous, notre rôle, c'est de voir comment ce client il peut pérenniser ce qu'il a fait. Est-ce qu'il peut le pérenniser? Et qu'est-ce qu'il en fait et comment après il peut le faire évoluer? Est-ce qu'on est vraiment dans une adaptation ou on est dans un changement de modèle profond? Voilà. Et notre rôle, il est là. Il est de savoir comment, déjà, d'identifier ce changement et de l'accompagner de la meilleure des manières. Ça veut dire que là, par exemple, vous travaillez avec vos clients sur l'après, sur eux, comment ils voient les choses, ce qui va rester en fait de cette période de latence où ils ont parfois dû adapter leur offre, sur la manière dont ils vont conserver potentiellement ces offres intermédiaires et ils vont les intégrer à leur modèle permanent ou... Oui, bien sûr. On accompagne évidemment nos clients dans une logique day-to-day. Donc, comment on fait aujourd'hui pour arriver à faire face et comment on fait demain pour arriver à émerger et à être toujours on the top. Voilà. Ouais, ok. J'aimerais bien revenir aussi sur une rencontre, ou plusieurs d'ailleurs, décisives dans votre vie. Qu'est-ce qui vous vient Alors, ma première rencontre décisive dans l'univers professionnel, c'est Véronique Surel, qui était la directrice de la communication de l'hôtel Bristol, qui m'a fait confiance et qui m'a pris en stage alors que j'avais pas forcément d'expérience et pas un CV long comme le bras. Ma deuxième rencontre, pro et perso, évidemment, c'est Eric Fréchon, mon mari. Ensuite, une rencontre décisive, c'est... mes associés, évidemment, Valérie et Valentine. Et ensuite, ce que j'apprécie dans les clients qu'on accompagne, c'est que chaque rencontre est belle parce qu'ils m'apportent quelque chose. Voilà. Typiquement, quand on a accompagné en 2015 Delphine Plisson, Delphine, pour moi, c'est un exemple je suis extrêmement fière de l'accompagner parce que je trouve qu'elle a une force de conviction, une force de caractère, elle est visionnaire dans ce qu'elle fait, elle arrive à emporter une équipe avec elle, et ça, je trouve ça formidable, elle m'a beaucoup appris à ce niveau-là. Je trouve aussi que, quand j'ai rencontré Frédéric Bious et Guillaume Fouché des domaines de Fontenil, ça a été, une grande rencontre de ma vie, quoi, vraiment, parce que on partage beaucoup de choses depuis notre rencontre, et leur projet est un peu le mien parce que je le porte de tout cœur, et voilà, je trouve que c'est ce qui est beau dans le métier qu'on fait, c'est que on accompagne toujours avec beaucoup de sincérité. Et Emmanuel Renaud, un chef que j'accompagne depuis 10 ans, c'est
je l'accompagne avec le cœur et toujours, j'essaie d'aller plus haut et plus loin et encore mieux dans ce qu'on fait, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve que ça se ressent dans la manière dont vous communiquez, que ce soit sur votre équipe ou sur vos clients. C'est sur un mode souvent très personnel, il y a presque une dimension familiale. Enfin, c'est chaleureux. Enfin voilà. Ah oui, bien sûr, mais ça pour moi, c'est constitutif à ce que je suis. Et c'est constitutif à ce que je veux impulser chez Melchior. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas la vocation à être considérée comme une grosse agence. Je ne considère pas Melchior comme une grosse agence. Je considère Melchior comme une agence de communication qui accompagne des gens passionnés, des projets passionnants et des gens que j'admire. Mais et il y a toujours beaucoup d'affect. Énormément d'affect. Mais c'est ça se ressent, je trouve. Beaucoup d'affect dans ce qu'on fait. En bien comme en mal, par exemple. Parce que quelqu'un avec qui je ne fit pas, avec qui je ne m'entends pas, je n'arriverai jamais à l'accompagner correctement. Du coup, ça veut dire que par exemple, dans un processus, pas d'appel d'offres, mais parfois d'appel d'offres, mais dans les premiers échanges avec un client potentiel ou quelqu'un qui vient vers vous, ça peut, si ça ne fit pas... oui, si j'ai pas le fit, je refuserai l'appel d'offres ou je lui expliquerai que je ne lui fais pas de proposition. Bien sûr. Okay. Mais encore une fois, c'est pas du tout parce que j'estime que je suis au-dessus de quelque chose ou pas du tout. Il n'y a pas du tout cette démarche-là. C'est juste qu'il faut avoir l'honnêteté de se rendre compte à temps qu'on n'est pas la bonne personne pour l'accompagner. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des projets ou une actualité que vous souhaiteriez partager avec nous, même en ces temps un peu difficiles? On est preneurs de toute perspective, bonne nouvelle. Alors déjà moi ce que je trouve formidable en 2021, c'est que évidemment on a été sous cloche en 2020 et on l'est encore malheureusement pour encore quelques semaines, mois, j'espère pas plus. Mais ce que je trouve très bien, c'est que on a beaucoup d'actualités très dynamiques à l'agence. On va faire beaucoup d'ouvertures d'hôtels. On va faire beaucoup d'ouvertures de restaurants. On va accompagner de très très belles nouvelles marques. Et je trouve ça génial de se dire que après ce qu'on a vécu et après ces mois très difficiles, les perspectives devant nous sont extrêmement belles. On suivra ça attentivement. Clarisse, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Oui. Alors ma première question, ce sera est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel, en positif comme en négatif, ou alors même peut-être pas du tout? Je pense pas forcément que ça a eu un impact. Je pense que je fais un métier où il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Oui. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais qu'être une femme d'eux m'a desservi, oui. Oui, c'est souvent le cas. C'est pas d'être une femme qui m'a desservi, c'est d'être une femme d'eux. Voilà, parce que souvent j'entends oui, c'est la femme de Fréchon, ouais, ok. Mais en fait, je suis autre chose que la femme d'Éric Fréchon. Bien sûr. Voilà. Et je l'entends plus quand même depuis quelques temps, mais je l'ai beaucoup entendu au début. Voilà. C'est le genre de choses que je n'aime pas du tout. Ouais, non, mais je comprends. Vous le disiez, il y a traditionnellement beaucoup de femmes dans les métiers de la communication et donc bien sûr chez Melchior aussi. Ouais. À l'opposé, le milieu de la gastronomie, au sens les cuisines, les labos, c'est souvent des milieux assez masculins. Est-ce que ça a un impact sur la manière dont vous accompagnez? Par exemple, vous avez dans vos clients des chefs femmes. Je pense à Stéphanie Lequelec, je pense au duo bien sûr d'Aponem. Comment vous gérez ça? Est-ce que ça a un impact pour vous sur la manière dont vous les accompagnez? Non, pas du tout. Enfin, moi je trouve qu'on n'est pas du tout ou sur la manière en fait dont elles sont perçues dans les médias. Enfin, est-ce que vous proposiez, je sais pas, un sujet, une interview sur un chef homme ou sur un chef femme, c'est aussi bien accueilli, enfin voilà, dans la manière dont vous le ressentez? Je trouve qu'il n'y a pas du tout les médias sont très très réceptifs, évidemment, aux chefs femmes, de plus en plus. Ouais, ça c'est bien. Et ça c'est vraiment génial. Je trouve que c'est très... les choses se construisent de mieux en mieux et de manière de plus en plus naturelle.
C'est vrai qu'on est dans un milieu très masculin. Et moi, j'ai toujours encouragé beaucoup nos femmes clientes. On n'a pas que des chefs, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs, qui sont pas forcément des chefs, mais qui sont dans d'autres univers de la food, de l'hôtellerie. Et moi, j'ai toujours beaucoup encouragé ces femmes à sortir du bois et à prendre la parole, à émerger, à être et à s'affirmer. Ok. Parce que je trouve qu'une femme a toujours beaucoup plus de difficultés à s'affirmer, ou en tout cas à se dire qu'elle peut exister, alors qu'un homme a moins de scrupules. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Il y a une question aussi, je pense, de confiance et d'éducation et de poids que la société... Complètement. Complètement. Et de manière générale, est-ce que vous voyez une évolution, vous, côté cuisine, côté pâtisserie, sur des profils qui étaient jusqu'à présent assez masculins? Est-ce que vous voyez, de manière générale, sur la scène gastronomique, émerger des femmes de plus en plus? Est-ce que ces dernières années, est-ce que vous voyez une évolution en fait parce que jusqu'à présent, c'est il y a quelques chefs dont on parle, mais c'est quand même. Moi, je crois qu'il y a malheureusement pas encore assez de femmes dans les univers de la cuisine et de la pâtisserie, et que il faut vraiment qu'on arrive à opérer une profonde mutation pour qu'on arrive à avoir plus de femmes dans ces univers-là, quoi. Vraiment, vraiment. C'est mon souhait le plus cher, parce que je trouve que elles ont beaucoup à apporter, et que elles sont encore beaucoup trop minoritaires. Et puis on se prive de beaucoup de talents qui sont là, qui ne demandent qu'à être révélés. Bien sûr. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait aujourd'hui et qui serait inspirée par votre parcours, soit un conseil qui vous a été transmis, et qui vous a été utile, ou au contraire, en faisant un petit bilan de votre parcours professionnel, et justement de la manière dont vous avez conçu et créé votre entreprise, pas forcément de manière très académique, puisque vous l'avez lancée sans forcément penser à l'après. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ? Alors, c'est pas très politique ce que je vais dire, mais j'ai quand même beaucoup de mal avec les femmes qui se revendiquent féministes, mais qui ne le font que par la parole, et qui militent par la parole, etc. Tout ça. Moi, je trouve que le combat des femmes, si combat il y a, c'est même pas un mot qui est très approprié, se fait par les actes. Moi, j'estime que j'ai fait ma place, parce que je me suis battue, et que j'ai prouvé chaque jour que j'avais ma place, parce que j'étais compétente, parce que j'étais travailleuse, parce que je pense que j'ai prouvé, j'ai fait ma place par mes actes, et c'est ce que je dirais, c'est que aujourd'hui une femme doit trouver sa place parce qu'elle fait et ce qu'elle entreprend. Ouais. Même si c'est sûrement plus difficile que pour un homme. C'est évidemment plus difficile, bien sûr. Clarisse, on va passer à la dernière partie de l'interview, qui est le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent que vous pourriez partager avec nous? Donc ça peut être, dans la période actuelle, les restaurants c'est compliqué, mais il y a quand même des découvertes à faire en livraison, mais ça peut être un livre, ça peut être ce que vous voulez dans le domaine de la gastronomie, ça peut être un vin, ça peut être tout. Oui, alors deux choses. La livraison du café des ministères. Je partage totalement. Extraordinaire, vraiment. J'aime beaucoup le travail de Roxane et Jean Seveigne. Je trouve que c'est remarquable ce qu'ils font, et je me régale. Et ensuite, un livre. J'ai reçu dernièrement le livre de Julien Ponce-Blanc, le fondateur de Green Shoot, sur les soupes. J'ai trouvé ce livre très sympa. Ok. J'ai fait beaucoup de soupes de son livre, et je trouvais très sympa. Et s'il y avait un plat qui devait résumer votre enfance, qu'est-ce que ce serait ? Les spaghettis à la carbonara. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Le merlan cuit en croûte de pain de mie et tétragone mi-cuite et huile de péquillos d'Éric Fréchon. Y a-t-il un aliment que vous détestez ? Le poulpe. Et un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? Du beurre salé. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison ? Alors ça peut être quelque chose de simple, je ne sais pas si vous cuisinez.
Oui, alors je cuisine beaucoup les pâtes parce que j'adore ça. Et ma recette fétiche, ce sont des linguines au pesto de pistache avec un jus de tête et soit des gambas ou des langoustines et avec des pistaches émondées. C'est assez sophistiqué quand même. Ça reste des pâtes, mais des très bonnes pâtes. Et justement, quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous écoutez de la musique, la radio, des podcasts ? J'écoute des podcasts ou de la musique. Vous voulez en citer ? Alors j'aime beaucoup le podcast que j'écoute. J'écoute quasiment tous les podcasts de Génération Do It Yourself. Ouais. Voilà. Et je pense avoir écouté plus de la moitié de vos podcasts. Et ensuite, non, après... Et en musique ? En musique, j'aime toutes les musiques, à part le jazz. J'ai une aversion pour le jazz. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup et j'aime faire beaucoup de découvertes et me laisser porter par différents types de musique. Ok. Mais j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Quoi que je fasse, même quand je travaille. D'accord. S'il n'en restait qu'un, quel serait le resto de votre vie ? Ultraviolet, Paul Perret à Shanghai. Ah, mais tout le monde en parle généralement à la question suivante sur quel est le resto que vous donneriez cher pour tester, mais... Bah, je l'ai fait. Ah, d'accord. Mais je donnerais cher pour retester. Ouais, et on va avoir la chance de l'accompagner à l'hôtel de Crillon. Puisqu'il vient d'arriver, il va être chef conseil de la brasserie de l'hôtel de Crillon. Et voilà, pour moi, c'est un des projets les plus excitants de 2021. Félicitations à la team Melchior. Ouais, donc vraiment, je suis super excitée de l'accompagner. Et j'ai rencontré Paul il y a peu de temps, je le connais depuis longtemps. Et j'ai échangé avec lui dernièrement sur ce projet. Et vraiment excitant, hyper vibrant. Et je trouve que c'est un des super projets 2021. Et donc, quel resto, puisque vous avez testé l'ultraviolet, quel resto vous aimeriez tester qui reste pour vous à faire ? En fait, j'ai pas forcément un resto en tête que je vais absolument faire, mais là, alors que tous les restaurants sont fermés et que je pense qu'on aura vécu plus de 6 mois sans restaurant, juste ce dont je rêve, c'est m'attabler à un restaurant et prendre du plaisir à table comme avant, mais pas forcément dans un restaurant gastronomique, un restaurant vivant. Voilà. Et ce côté vivant au restaurant, c'est ce qui me manque profondément. Dernière question de cette interview. À quelle femme souhaiteriez-vous passer le relais ? Qui vous aimeriez entendre dans un prochain épisode ? Je vais vous dire Carla Rebaitz du restaurant It's Time. Ah oui, cuisine libanaise, c'est ça ? Cuisine libanaise. Ouais, qui a beaucoup fait parler d'ailleurs. Ouais, et je trouve que Carla, elle a créé It's Time l'an dernier, en plein marasme Covid. Et vraiment, elle est très inspirante. C'est une battante. J'adore sa personnalité. Vraiment, elle m'a beaucoup appris quand on a échangé et j'ai beaucoup apprécié. Humainement, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Voilà. Merci pour cette recommandation. Merci à vous, Adeline. À très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Clarisse Ferrer-Fréchon pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.